Dans la première vidéo, nous avons examiné La Servante écarlate sous un angle très particulier, celui de sa construction narrative. L'objectif n'était pas simplement de rappeler que le roman de Margaret Atwood est politique, ni même de souligner qu'il est souvent présenté comme un avertissement sur les dérives autoritaires possibles d'une société. L'objectif était plutôt de comprendre comment ce monde fictif est construit, et surtout à partir de quels matériaux historiques. Ce que nous avons observé, c'est que Gilead ne repose pas principalement sur l'invention d'un futur hypothétique, mais comme une opération de montage. Margaret Atwood prélève dans différentes périodes et dans différents contextes politiques des structures réelles, l'exploitation reproductive des femmes esclaves, la confiscation juridique de la maternité, la surveillance étatique de la fertilité, les politiques natalistes autoritaires, les programmes eugénistes, les théocraties morales et la bureaucratisation du corps. Ces éléments ne sont pas inventés, ils sont extraits de l'histoire, réassemblés dans un seul système narratif. Autrement dit, le roman ne crée pas une oppression entièrement nouvelle, il condense des oppressions qui ont déjà existé, parfois séparées par des siècles, parfois par des continents, mais qui partagent une logique structurelle commune, et c'est pour cette raison précisément que le monde de Gilead apparaît si crédible. En fait, c'est un peu le monstre de Frankenstein des régimes autoritaires. La peur qu'il suscite ne vient pas d'un futur radicalement inédit, elle vient d'un phénomène beaucoup plus troublant, la reconnaissance. Même lorsque le lectorat ne sait pas exactement ce qu'il reconnaît, il perçoit que ce monde n'est pas totalement étranger à l'histoire humaine. Mais une fois ce point établi, une deuxième question apparaît presque immédiatement. Si les structures historiques sont bien présentes dans le roman, il reste à se demander qui les a historiquement subies. Autrement dit, lorsqu'on identifie les sources historiques dont Atwood s'inspire, quels corps apparaissent dans ces archives et quels corps disparaissent lorsque ces mêmes structures sont transposées dans la fiction. C'est ici que le décalage devient visible. Les dispositifs sont conservés, les logiques de domination sont conservées, mais les populations qui les ont réellement vécues disparaissent largement du centre du récit. Ce déplacement, ce n'est pas simplement une question de représentation, il relève d'un mécanisme narratif beaucoup plus large. Lorsqu'une structure historique est maintenue mais que les corps qui l'ont historiquement subi changent, le récit cesse d'être la mémoire d'un système précis et devient une hypothèse universelle. Et c'est précisément ce déplacement que nous allons analyser dans ce deuxième épisode. Reprenons l'exemple central du roman, l'exploitation reproductive. Dans le premier épisode, nous avons évoqué l'esclavage américain et la manière dont les femmes esclaves pouvaient être exploitées pour leur fertilité. Le mécanisme était juridiquement simple et économiquement brutal. Chaque enfant né d'une femme esclave devenait esclave à son tour. Cette règle, partus sequitur ventrem, transformait la reproduction en mécanisme économique. La naissance d'un enfant, ce n'était pas simplement un événement familial ou biologique, ça constituait une augmentation de capital. Le corps des femmes devenait ainsi une ressource productive intégrée au fonctionnement même du système esclavagiste. Cette logique n'était pas marginale, elle était structurelle, inscrite dans le droit, dans l'économie et dans l'organisation sociale. Elle concernait principalement des femmes noires, dont la fertilité était exploitée à la fois comme source de richesse et comme moyen d'expansion du système servile. Lorsque La Servante écarlate reprend cette logique, elle en conserve l'architecture. Dans Gilead, certaines femmes fertiles deviennent des ressources reproductives au service d'une élite politique. Leur fertilité cesse d'être une dimension intime de leur existence pour devenir un élément administré par l'État. Cependant, le roman modifie un élément central de cette structure historique. Les corps qui subissent ce système ne sont plus majoritairement racisés, ils sont majoritairement blancs. Ce déplacement peut sembler anodin à première vue, mais sur le plan narratif, il produit un effet extrêmement puissant. Une violence historiquement située devient une oppression universelle. Le système cesse d'être associé à une histoire précise et à un contexte particulier. Il devient un scénario global, un dispositif abstrait, pouvant théoriquement s'appliquer à toute société. Dans l'analyse des récits, ce type de transformation est souvent décrit comme un blanchiment narratif. Le terme ne signifie pas simplement que des personnages blancs apparaissent dans une histoire, il désigne un phénomène plus spécifique, la conservation d'une structure historique, accompagnée de la disparition des populations qui l'ont réellement subie. La structure reste, mais le contexte disparaît. Ce qui était une violence historiquement ciblée devient une menace abstraite et universelle. Et dans La Servante écarlate, ce mécanisme transforme un ensemble de violences historiquement liées à l'esclavage, au colonialisme et aux politiques raciales en une oppression généralisée des femmes. Le déplacement est subtil, mais les conséquences narratives sont considérables. Le lectorat n'est plus confronté à une histoire précise, il est confronté à une projection générale. La question qui lui est posée n'est plus quelles populations ont réellement vécu ce système, mais plutôt que se passerait-il si ce système apparaissait dans notre société. Ainsi, un phénomène historiquement documenté
est convertie en scénario spéculatif. La mémoire historique du dispositif subsiste à peine, l'identité des victimes historiques tend à s'effacer. Cette transformation explique aussi pourquoi la dystopie fonctionne si bien comme outil narratif. La dystopie transforme un problème situé en menace collective. Elle permet au public de se projeter dans la situation, d'imaginer que ce qui est décrit pourrait arriver à sa propre société, à ses propres institutions, à ses propres libertés. Pour ma part, j'ai un peu l'impression que c'est l'histoire des personnes qui, pour se rendre compte que notre société est validiste, ont besoin de passer 24 heures dans un fauteuil roulant. Cette universalisation comporte une ambiguïté. En transformant une violence historiquement située en menace abstraite, elle invisibilise les populations pour lesquelles cette violence n'est pas une projection imaginaire. C'est un passé concret et très souvent encore un présent. Autrement dit, la dystopie peut fonctionner comme une mémoire sélective. Elle rappelle certains dispositifs historiques tout en modifiant leur contexte et leur distribution réelle. Le lectorat est invité à craindre un futur possible plutôt qu'à interroger un passé et un présent bien réels. Ce mécanisme devient particulièrement visible quand on observe la réception contemporaine de La Servante écarlate. Lorsque la série télévisée adaptée du roman a été diffusée, l'iconographie des Handmaids, la robe rouge et la coiffe blanche, est rapidement devenue un symbole politique international. Dans de nombreux pays, des manifestantes ont repris ce costume pour protester contre des restrictions sur les droits reproductifs. Ce phénomène montre à quel point une image fictionnelle peut devenir un symbole politique puissant, mais révèle également un déplacement narratif. Le symbole renvoie à une oppression fictionnelle universelle, et plus aux violences reproductives historiquement infligées à certaines populations spécifiques. Autrement dit, la mémoire visuelle du dispositif circule largement, tandis que la mémoire historique de ses victimes tend à se diluer. Autre élément méritant d'être examiné, la manière dont La Servante écarlate est souvent interprétée dans les débats contemporains. Le roman est régulièrement présenté comme une œuvre emblématique d'un féminisme intersectionnel moderne. Pourtant, cette lecture mérite d'être nuancée. Historiquement, le concept d'intersectionnalité naît dans les travaux et les luttes des femmes noires. Kimberly Crenshaw formalise ce concept à la fin des années 80 pour décrire la manière dont plusieurs formes d'oppression, raciale, sociale, juridique et de genre, peuvent se superposer et produire des expériences spécifiques invisibles dans les analyses traditionnelles. Mais avant même cette formalisation académique, des collectifs comme le Combahee River Collective avaient déjà articulé cette idée dans leurs analyses politiques. Ces mouvements étaient portés par des femmes noires, souvent situées à l'intersection de plusieurs marginalisations, raciales, économiques, sexuelles, parfois aussi liées au handicap. Or, au fil du temps, le concept d'intersectionnalité a connu une transformation culturelle comparable à ce que nous observons dans la réception du roman. Dans de nombreux espaces médiatiques et militants, l'intersectionnalité a été reprise, popularisée et parfois redéfinie dans des contextes majoritairement blancs. Le cadre analytique subsiste, mais les expériences historiques qui ont donné naissance au concept peuvent se retrouver reléguées à l'arrière-plan. C'est régulièrement le cas pour l'expérience des personnes racisées et queer et handi. Ce phénomène rappelle de manière frappante le déplacement narratif que nous avons décrit précédemment. Une structure née dans un contexte historique précis devient un cadre général. Elle circule, se diffuse, s'universalise et dans ce processus, les corps qui étaient à l'origine du concept peuvent progressivement disparaître du centre du récit. Ce décalage apparaît également dans certaines controverses contemporaines autour de Margaret Atwood. Ces dernières années, l'autrice s'est retrouvée associée à plusieurs débats concernant les questions de genre et les droits des personnes trans. Certaines de ses prises de position ont été interprétées comme critiques vis-à-vis de certaines évolutions du militantisme contemporain sur ces questions. Ces positions ont suscité des réactions contrastées. Pour certaines, elles s'inscrivent dans une tradition féministe critique du genre. Pour d'autres, elles participent à des discours perçus comme excluants pour les personnes trans. Il ne s'agit pas ici de trancher le débat, mais de rappeler un point essentiel pour l'analyse du storytelling. L'image politique attachée à une œuvre évolue rarement indépendamment de la trajectoire intellectuelle de son autrice. Et la blanchisation du narratif peut aussi aller avec la posture politique de Margaret Atwood, très transphobe sur les bords. Autrement dit, si on attache un peu d'importance à la figure militante de Margaret Atwood, on voit rapidement pourquoi on ne peut pas vraiment qualifier ça de dystopie, ou alors on cherche à fermer les yeux sur certaines de ses positions politiques, mais ça, c'est une autre question.
En tout cas, lorsqu'on met ces différents éléments ensemble, une image plus complexe du roman apparaît. La Servante écarlate reste une œuvre puissante, mais cette puissance ne vient pas seulement de sa dimension soi-disant dystopique, elle vient surtout du fait qu'elle assemble des structures historiques réelles. Et lorsqu'on observe ces structures de près, une tension apparaît. Les dispositifs sont conservés, mais les populations qui les ont historiquement subies disparaissent très largement du récit. Cette transformation permet au roman de fonctionner comme une dystopie universelle, mais elle modifie aussi la mémoire historique des violences sur laquelle elle s'appuie. Autrement dit, le livre ne raconte pas seulement un futur possible, il raconte aussi la manière dont certaines violences historiques peuvent être réécrites lorsqu'elles entrent dans la fiction et que ça sert un roman parfois national. C'est précisément pour cette raison que l'analyse du storytelling reste essentielle. Un récit ne se contente jamais de raconter une histoire. Il organise un regard, il distribue l'attention et redéfinit ce qui apparaît au centre ou à la périphérie de notre mémoire collective. Exactement comme on en a parlé au cours des précédents épisodes sur les œuvres problématiques. Encore une fois, l'organisation du regard et la manière dont on représente, ça affecte énormément de choses, dont notre quotidien et nos perceptions du futur, du passé, du présent et des enjeux politiques. Et encore une fois, la classification, ici en dystopie, la dernière fois en dark romance, est un choix politique qu'il convient de réellement faire de manière consciente, parce que ça peut paraître être un détail, mais ça valide des idées politiques. En l'occurrence ici, l'idée que les bourreaux, l'idée que les personnes qui n'ont jamais été victimes de certaines oppressions sont les réelles victimes de manière générale, tout en invisibilisant les victimes réelles de certains crimes, comme on a parlé la dernière fois, ici, de crimes historiques qu'on va passer sous silence parce que les personnes ne seraient pas de la bonne couleur. Et c'est un choix qui, au regard des politiques actuelles à travers le monde, et l'évolution des politiques dans la sphère littéraire est un choix qui se veut très lourd de conséquences, notamment pour les victimes, notamment pour tout ce qui est devoir de mémoire collective, et surtout pour le futur qu'on veut réellement écrire demain, pour qu'on aille davantage vers des utopies que des dystopies.